Et c'est quoi la sécurité dans un système informatique? Je disais, c'est comme avoir une voiture. Tu as une voiture, tu n'es pas obligé de porter ta ceinture de sécurité. Bon, déjà, il y a la sécurité dedans. Ouais. Mais derrière, tu es bien content lors d'un accident de l'avoir porté. Deux personnes qui ont fait la même école d'ingénieur, donc la même réputation, qui sortent. L'un va dans une filière autre que la cyber, l'autre va dans une filière cyber, l'autre a un salaire qui va être plus 20% comparé. Tu vas voir quelqu'un qui est juste ingénieur, qui ne gère aucune équipe, Aucune responsabilité. qui va toucher par exemple 20% d'un manager qui gère une vingtaine de personnes. Et les principaux ingénieurs, ils avaient des salaires d'1 million. Alors je dirais aux jeunes étudiants de savoir faire du prompting. Ouais. À ceux qui sont dans le métier de savoir faire du prompting. Ouais. Parce que les intelligences artificielles, c'est juste un outil. Ouais. Si on s'en sert bien, on gagne du temps, gain de productivité. Ne soyez pas contre l'avancement. Ouais. Donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Elhaj Malik Dia, qui est un ingénieur en cybersécurité, qui a travaillé pour différentes grosses boîtes, donc dans le domaine de la cybersécurité, tantôt pour Amazon, pour Bouygues Télécom. Donc il est spécialisé dans la cybersécurité, plus axé réseau. Donc il va nous parler aujourd'hui de son métier beaucoup plus concrètement et nous parler de son quotidien. J'espère que cela va vous être très utile et que vous allez apprendre beaucoup de choses. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Parcours Métier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter Malik, qui est un ami à moi. Donc, il va vous parler de son métier et vous permettre d'en découvrir un peu plus. Donc, sans trop tarder, bonjour Malik. Bonjour Najib. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Ok, parfait. Ça fait un bail, hein? Ah oui, ça date quand même depuis le lycée. Ouais, c'est vrai. Voilà, le temps passe vite, on dirait. Ouais, le temps passe vite. Ouais, mais bon, heureusement qu'on se retrouve. Ouais, avec plaisir. Non, avec mais plaisir. franchement. Ouais, avec Alors, plaisir. Malik, le but de ce podcast, c'est, comme je te l'ai dit, c'est de découvrir des métiers, de parcourir et permettre, en fait, à ceux qui ont ce besoin de se renseigner, de savoir un peu plus et de manière concrète en quoi ça consiste et d'avoir des détails surtout parce que des fois c'est ce qui manque. Effectivement. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit que par rapport à ton métier aujourd'hui qui est très en vogue, qui est très recherché, Oui. bah, ce serait bien de te recevoir, comme ça tu C'est pourras un nous en plaisir. parler un peu plus. C'est un plaisir. Et donc pour commencer, est-ce que on va faire simple? Déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter quel est ton métier? Merci pour cette invitation. Ouais. Je m'appelle Elhaj Malik Dia, je suis d'origine sénégalaise. Je vis en France depuis bientôt 5 ans. Je suis ingénieur en cybersécurité, donc actuellement responsable sécurité cloud chez Bouygues Télécom. Et voilà, j'ai 7 ans d'expérience dans le métier. Et voilà, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec toi. Bah, le plaisir est partagé. En tout cas, c'est un beau parcours, moi je trouve. Ah oui, bah, c'est un parcours intéressant en effet. Presque, je dirais que voilà, c'est un parcours qui s'est révélé à moi au cours de mes études supérieures et aujourd'hui je suis content d'en partager davantage les bouts et les aboutissants. Mais ouais, c'est très cool. Et puis c'est intéressant parce que ça va me permettre de faire la transition sur la prochaine question. Pour moi, qui est une question très importante que je vais poser à tout le monde. Ouais. Est-ce que tu savais qu'après le bac, ou même avant, tu voulais devenir ingénieur en cybersécurité? Absolument pas. Et surtout, est-ce que tu connaissais ce métier? Absolument pas. C'est très jeune, j'ai toujours été fasciné par les films de hack où tu vois des 0-1 style Matrix où tu vois j'ai toujours été fasciné par ça, mais j'ignorais que c'était en rapport avec la filière cyber. Donc après mon bac, j'espérais être ingénieur électricien. Ah ouais. Donc, je me rappelle, j'avais fait le concours ESP là pour entrer dans la filière électrique à l'époque, même pas dans la filière informatique, pour dire que c'était quelque chose qui était totalement inattendu et voilà, aujourd'hui, je suis dans un métier qui me passionne et qui m'intéresse. Donc, voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui est devenu cette passion pour l'électrique au final? Alors, je pense
J'ai eu la chance, je pense très souvent, ce qui fait qu'on s'intéresse à quelque chose, c'est qu'on a en face de nous des gens qui nous inspirent, des gens à qui on aimerait ressembler. Et étant dans la filière récente, j'avais un prof physique-chimie qui s'appelait Monsieur Fall, qui était un prof hyper brillant, hyper attachant et qui nous avait donné l'amour de cette filière-là. Et c'est ça qui un peu m'a motivé à vouloir faire cette filière. Donc, voilà. Non, Monsieur Fall, que la paix lui soit déjà. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Qui nous a marqué. Qui nous a marqué en effet. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais faire filière électrique. Puis après, je sais pas, la vie m'a surpris, on va dire. Ok, on va en parler un peu plus concrètement. Et du coup, c'est à partir de quel moment tu as su que là, maintenant, tu vas plutôt te rediriger dans ce domaine de la cyber, je veux dire. Et quel a été le déclic? Alors, le déclic, c'est que après, au Maroc, j'ai fait mes classes préparatoires, donc maths physique, donc assez générales. Et lorsque j'ai intégré la filière en réseau télécom en école d'ingénieur, donc c'est vraiment vaste, réseau et télécom, donc il y avait cet aspect-là, réseau. Puis durant ma deuxième année en école d'ingénieur, j'ai rencontré un prof et celui-ci nous a fait, on va dire, découvrir le monde de la cyber, donc tout ce qui est... on va dire chiffrement, déchiffrement, nous expliquer comment, on va dire, des canaux sont sécurisés. Et le fait de nous donner la possibilité d'en faire la mise en pratique à travers nos ordinateurs qui n'étaient pas si performants, ça a ouvert, on va dire, dans mon esprit, dans mon imaginaire, cette volonté-là d'en découvrir un peu plus. Et c'est là où je me suis vraiment intéressé à ce métier. Et à l'époque, en fait, c'était une filière, on va dire, qui était, je dirais pas en vogue, mais en fait, tout le monde en parlait parce que c'était à l'époque où on parlait des ransomware. Donc les ransomware, c'est-à-dire que c'est des logiciels qui sont capables, on va dire, de garder en otage, entre guillemets, ton ordinateur. Et pour retrouver tous les éléments ou toutes les données qui s'y trouvent, fallait payer, d'où le nom de rançon. Donc il y avait à l'époque le ransomware WannaCry. Donc tout le monde en parlait, les institutions, parce que ça avait affecté partout, les banques, les grandes institutions. Et il y avait ce vent-là, ce besoin-là de dire, ah oui, donc nous, on s'intéressait à la digitalisation, mais jusqu'à présent, on ne s'intéressait pas à l'aspect sécurité. Et c'est là où les grandes entreprises, en tout cas du moment, se sont rendus compte qu'il y a un manque. Donc, je me rappelle, à l'époque, c'était vers les années 2016-2017 qu'il y avait un gap de 5 millions de personnes compétentes qui étaient nécessaires. Et là, ça ne fait qu'augmenter pour qu'on ait dans les entreprises, en tout cas, des personnes qui sont capables d'aider dans la sécurisation de leur système et de leurs données. Donc, c'est ça qui a fait qui a révélé en moi cette curiosité. Et je me suis dit, il y a de la demande. C'est quelque chose qui me passionne, autant me concentrer dessus et voilà, c'est comme ça, c'est arrivé. Voilà. Non mais c'est super parce qu'au final, tu as vu une opportunité et quelque part... Exactement. Non mais c'est très bien. Exactement. Et du coup, quand tu as su que maintenant, tu vas te consacrer dans cette voie, en fait, il y a quelque chose qui est très important et des fois, je pense que beaucoup d'étudiants, par exemple, ils ne vont pas se concentrer dessus. Mais c'est la mise en place de ton projet professionnel. Une fois que tu t'es dit que, bon, ok, je vais devenir ingénieur cybersécurité. En fait, comment tu as mis en place, quel projet professionnel tu as mis en place pour finalement dire que voilà, c'est le chemin que je vais suivre pour suivre ma passion? C'est une excellente question parce que aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bon, à l'époque, je ne pensais pas que c'était un projet. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était un projet qui avait des chances d'aboutir. Pourquoi je dis ça? C'est que, étant dans une filière réseau télécom, donc j'aurais pu être ingénieur télécom ou ingénieur core IP, c'est-à-dire travailler dans les cœurs des fournisseurs d'Internet ou travailler avec les technologies 4G, 5G, que j'ai eu à apprendre et à tester à travers mes différents TP, etc.
Mais je me suis dit, cette filière-là, faut vraiment que j'ai des bases solides en réseau. Faut se le dire, il y a un aspect technique. Bon, on viendra, il y a l'aspect fonctionnel qui permet à d'autres personnes qui veulent faire la transition d'y rentrer, mais c'est vraiment une filière où tu as besoin d'avoir une certaine connaissance de ton réseau informatique. Donc, étant dans la filière réseau, j'ai vraiment prêté attention à tout ce qui s'est passé aux technologies en vogue, aux technologies en devenir et comment on peut appliquer la sécurité dedans. Donc, par exemple, tu veux communiquer avec une personne de façon sécurisée, tu le fais dans un canal chiffré et ce canal-là s'appuie sur des protocoles qui sont assez connus et reconnus comme IPsec. Et j'ai mis du temps et beaucoup d'efforts à essayer de comprendre comment ça marche. Ça a été le premier aspect. Puis le deuxième aspect, c'est-à-dire d'orienter mon profil sur ça. Donc, j'apprends pas juste le réseau informatique. Je ne cherche pas à être qu'un ingénieur réseau, je cherche à être un ingénieur réseau sécurité. C'est-à-dire que j'ai mon réseau, je sais comment ça marche, mais moi, derrière, je veux savoir comment les mécanismes qui sont mis en place pour protéger ce réseau-là marchent. Donc, comprendre, là, je vais te parler de technologies comme des pare-feux, comme des intrusions et des détections de systèmes, etc. Et j'ai cherché à comprendre. Donc ça, en ayant la possibilité de le connaître juste de façon théorique et de le rajouter sur mon CV, ça a été quelque chose qui m'a orienté parce que lorsque tu sors d'école, tu as, on va dire, beaucoup d'opportunités et beaucoup de choix de carrière. Mais juste d'intégrer ça me permettait de m'orienter davantage dans ce système-là. Et c'est comme ça que ça a commencé, on va dire, ma journée. Donc, je me rappelle, toujours dans l'ingénierie réseau, il y avait cet aspect sécurité. Et on va dire, le leader mondial de tout ce qui est fournisseur d'équipements réseau, ça s'appelle Cisco. Et ils avaient des certifications qui étaient reconnues mondialement, dont le CCNA. Donc, à l'époque, j'avais fait le CCNA, Routing and Switching, qui est, on va dire, basé vraiment sur comment les réseaux informatiques, en tout cas les paquets sont échangés à travers un réseau informatique. Et par la suite, j'ai fait la CCNA sécurité. Et donc là, j'ai un bagage, j'ai un diplôme ingénieur réseau télécom, mais également j'ai une certification en réseau, puis maintenant j'ai une certification en sécurité des réseaux. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Et c'est ça que vraiment, donc là, et puis par la suite, là on parlait, et tout ça on va dire, c'est presque, j'ai mis de l'argent. Et genre, pour parler d'avoir que quand on a un projet, en fait, il faut essayer d'y mettre, même si c'est peu. Donc j'ai cherché tous les bons plans. Non mais c'est comme ça. J'ai cherché tous les bons plans possibles. Je me rappelle la CCNA réseau. Donc vu que j'avais une bourse du Sénégal, genre j'ai reçu ma bourse, c'était à l'époque autour de 200 €, 2000 dirhams. Et étant étudiant, j'ai pu négocier pour avoir le prix de la certif qui était autour de 250. Je l'ai eu vers 1250 dirhams, donc autour de 120, 125 €. Donc c'est comme ça que j'ai eu ma CCNA réseau. Et après, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais dans les forums et j'avais vu une personne qui disait qu'il pouvait me trouver le voucher, c'est-à-dire le prix pour passer la CCNA sécurité vers les $50. Donc, vers les $50, donc vers les 50 €, etc. C'était beaucoup pour un étudiant, mais je me suis dit, c'est intéressant que je puisse avoir cette certification et c'est ainsi que j'ai pu me la payer. Et en plus de ça, il y avait une autre certif qui est la CCNA CyberOps. Là, par exemple, encore en recherche de bons plans, étudiant, j'ai pas encore assez d'argent. Cisco qui sort encore comme leader mondial, etc., qui sort une nouvelle certification sur la cybersécurité, les analyses du SOC, qui est un des métiers qui est très intéressant et très demandé, qui sort cette certif. Et dit c'est gratuit. La formation, formation hyper bien fournie, avec on va dire toutes les données, toutes les informations nécessaires pour savoir comment les réseaux marchent, etc. Je me dis c'est gratuit, je me donne du temps, je le fais. Et c'est ainsi, je pense que j'ai eu à avoir un profil cyber, même si j'ai pas vraiment d'expérience concrète. Mais derrière, il y a des face à d'autres personnes, parce que
là, on en parle souvent, il y a beaucoup de masters spécialisés en cybersécurité. Merci beaucoup. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Ouais, c'est ça. Il n'y en avait pas. Tu sors d'école, on va en parler tout à l'heure peut-être, mais il y avait un parcours qui te faisait que tu te retrouvais à faire de la sécurité. Mais il n'y avait pas d'école qui formait, il n'y avait pas des métiers vraiment, on va dire, tu sors, orienté avec... Non, on n'avait pas. Donc, c'est ça aussi que j'ai commencé. Non, mais c'est très, très intéressant ce que tu viens de dire. Parce que, en fait, moi, je retiens principalement deux choses. C'est-à-dire que tu savais que tu avais ton diplôme d'école, tu vois, mais tu as pris le temps d'aller trouver des certifications. C'est-à-dire... En fait, l'idée avec ces certifications, c'est de valider des compétences. Et c'est là où, pour moi, des fois, les certifications, pour moi, elles ont plus de valeur que les diplômes. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et l'autre chose, c'est que dans le cadre de ton projet professionnel, pour la construire, c'est-à-dire que tu as pris le temps d'aller dans les forums. C'est-à-dire que tu es allé à l'information. Exactement. En fait, l'idée, c'est pour montrer aux gens qu'en fait, avoir un projet professionnel, ce n'est pas seulement d'étudier et d'avoir un diplôme. Et toi, en fait, est-ce que tu peux expliquer comment ça a été un game changer pour toi et quel impact ça a eu, surtout quand il fallait rentrer dans le marché du travail? Alors, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Déjà le fait d'aller vers l'information te permet... Je me rappelle, en fait, c'est tombé dans une époque où vraiment j'étais intéressé par tout ce qui est développement personnel. Et je me rappelle une figure que je suivais beaucoup, Ray Lopez, son nom. Il disait, en fait, dans la vie, pour avancer, tu as besoin de vélocité, c'est-à-dire non pas de rapidité, mais de vélocité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu commences la course, imagine à 100 km à l'heure, mais qu'à la fin de ta course, tu fais 1 km à l'heure, alors qu'une personne a commencé sa course à 10 km et continue de rester sur ce même rythme, cette personne a plus de chances d'arriver plus vite que toi. Effectivement. Et il disait que, en fait, l'autre chose, pour arriver rapidement à un point, c'est de bien s'orienter. Et il disait que si tu quittes un point A et que tu vas aller au point B, la Terre est est un globe. Donc, si tu quittes ce point A là, et que, imagine, le B est juste derrière le A, mais que toi tu prends le mauvais sens, ça va te prendre énormément de temps, alors que si tu avais pris le bon sens, peut-être en une journée tu y arrives. Il disait que c'est exactement ça. Tout le monde peut arriver à un point. Le truc, c'est qu'il faut choisir la bonne orientation pour y arriver. Et pour ce faire, il faut aller demander des gens qui savent déjà. Voilà, des sachants. Donc ça peut être des mentors, ça peut être des grands frères, ça peut être des gens sur Internet. Et moi, j'ai toujours cru qu'en fait, Internet, c'est juste un réseau où tu as accès à des personnes qui autrement tu n'aurais pas pu à cause de la distance. C'est ça, effectivement. Et c'est ça qu'on retrouve dans les forums. On retrouve des gens qui sont comme nous, qui peut-être ont eu un vécu que l'on aimerait avoir et qui sont capables de nous donner, des, on va dire, des contre-mesures, en tout cas, ou des façons d'éviter leur erreur, tout en arrivant à là où ils sont aujourd'hui. Et voilà, Ray Lopez, il disait, en fait, pour arriver rapidement à un point aussi, il ne faut pas forcément essayer d'apprendre de ses erreurs, parce que ça coûte du temps et de l'énergie, mais d'apprendre des erreurs des autres. Et c'est ce que les forums, on va dire, ou les groupes d'information, les mentors, les grands frères, les personnes expérimentées te donnent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les erreurs qu'ils ont fait et te dire, faut éviter d'aller là, ça va te faire perdre du temps, ça va te faire donner de l'énergie ou de l'argent et passer par ça. Et je me suis surtout appuyé sur ça, en fait, sur ces mots-là qui, à l'époque, je les buvais comme de l'eau, genre, c'était dans ma tête. Et je me disais, voilà, je vais avancer rapidement. Et donc, du coup, j'ai intégré ça un peu dans mon projet. Mais donc, c'est bien. Et au final, parce que finalement, ça t'a permis justement de ne pas perdre du temps, d'aller droit vers tes objectifs. Et finalement, d'acquérir ce que tu voulais. Oui, c'est ça. Par exemple, comme je disais, il n'y avait pas forcément, on va dire, de filière cyber. Donc, il y avait ce tracé-là où
pour être dans la cyber, et c'est intéressant d'en parler à l'époque. Parce que c'est nouveau en fait. C'est nouveau pour eux, de sortir d'école et dire je suis ingénieur cyber. Ce tracé-là, c'était quoi? Tu viens, tu rentres dans les forums, la majeure partie des gens, c'est comme ça qu'ils expliquent comment ils sont devenus ingénieurs en cybersécurité. C'est-à-dire qu'ils étaient ce qu'on appelle des ingénieurs, des IT support. Ouais, c'est ça, ouais. IT support, c'est quoi, genre, dans une entreprise, c'est la personne quand t'as un problème avec ton ordinateur, tu viens le faire chier, et voilà, il te dit, est-ce que t'as redémarré, tu redémarres ton PC, ça marche. Donc voilà, tu commences avec l'IT support. Ensuite, tu deviens un administrateur IT. Un administrateur IT, c'est, pour faire simple, c'est quelqu'un qui va partager, c'est quelqu'un qui va donner accès au système informatique. Donc, tu auras un ordinateur qui va te dire, si tu vas imprimer, faudrait cliquer telle imprimante, etc. C'est vraiment l'administrateur IT. Bon, je le dis de façon grossière pour pas compliquer. Bon, c'est beaucoup plus compliqué. Puis après, il y a cet aspect-là, réseau. Souvent, et surtout au Sénégal, parfois, tu vois, on cherche un informaticien et dans cet informaticien, tu as l'aspect support, tu as l'aspect admin, tu as l'aspect aussi gestion du réseau informatique. Donc après, normalement, le chemin suivant, c'est d'être un ingénieur réseau. Puis après, quand tu es ingénieur réseau, on te dit on a besoin de mettre des pare-feux. À l'époque, tu mettais qu'un pare-feu. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment plus évolué que ça. Mais en fait, là, tu deviens ingénieur réseau, puis après, tu t'intéresses un peu au pare-feu, puis tu commences à dire, bon, ok, je comprends comment les pare-feux, ça marche, etc. Puis tu te dis, bon, finalement, je suis dans la sécurité parce que c'est moi qui mets en place les règles qui bloquent, on va dire, l'accès à certains sites, etc. Donc, c'était vraiment ça. Et finalement, tu commences à t'intéresser, on va dire, aux différents protocoles. Donc, moi, j'ai une entreprise. J'ai ma filiale qui se trouve à l'autre bout du monde. Je veux communiquer dans un flux sécurisé sans utiliser, on va dire, Internet. On te dit, IPsec. C'est quoi IPsec? Ah oui, c'est un VPN. D'accord. Un VPN, ça permet de quoi? Ça permet de, on va dire, de chiffrer ton trafic en utilisant un réseau public. Ok. Donc, c'est-à-dire que même si moi et toi, Internet, c'est un réseau public. Même si moi et toi, on essaie d'écouter dans ce canal-là, on va rien entendre parce que c'est chiffré. Donc, c'est ce que permet de faire IPsec. Et donc, tu te dis, là, je suis vraiment dans la cyber, etc. Puis après, l'aspect fonctionnel, organisationnel qui s'en est suivi. Donc, ça, c'est le tracé, on va dire, habituel. Puis, comme j'ai dit, les entreprises se sont rendues compte à l'époque des WannaCry, etc., qu'il y a un manque énorme, et il fallait rattraper ce gap-là. Ce gap-là n'est toujours pas rattrapé. Tu vas dans toutes les boîtes aujourd'hui, il n'y en a aucune qui est assez staffée pour faire de la cyber. Parce que le sujet, il y en a énormément, et personne n'est à l'aise pour faire tous ces sujets-là, pour faire toutes ces tâches-là. Donc c'est ainsi que je me suis intéressé, et donc en m'appuyant un peu sur les retours d'expérience de toutes ces personnes à travers les forums comme Reddit, etc. Je me suis dit, et puis il y avait un autre truc intéressant que beaucoup de personnes minimisent, mais il y avait LinkedIn, tu vois. Donc là, c'était vraiment, on va dire, une époque où LinkedIn n'était pas encore utilisé, et il n'y avait pas tout ce bruit-là autour de LinkedIn. Et les gens, ils partageaient des profils. Et moi, j'en ai rencontré des personnes extraordinaires qui étaient très à l'aise pour partager des retours d'expérience. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est-à-dire que tu as même pris le temps d'aller contacter des gens à travers ton réseau LinkedIn. Tout ça dans le cadre de construire... De construire, de demander. Il y en a... Pour moi, il faut le faire quand tu vois... En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Et les gens, ils ont tellement peur de dire on va pas me répondre. Écoute, mais essaie. Il y aura forcément, je dirais pas, c'est pas parce qu'une personne ne t'a pas répondu que cette personne est une mauvaise, ou c'est juste que, par exemple, parfois, moi je sais que, on va dire, j'ai une charge de travail assez lourde, et que peut-être cette personne-là, en entrant chez lui, n'a même pas le temps d'ouvrir son LinkedIn, donc peut-être tu vas pas te répondre. Mais il y a une personne de bonne volonté qui est là, qui cherche à partager.
qui cherche juste à aider, donner en retour. Et cette personne-là, il n'attend que ton message peut-être pour te donner les clés en main où tu n'auras même pas besoin de trucs. Et ces personnes-là, ce sont les premiers qui peuvent t'aider à intégrer une entreprise. Juste pour l'anecdote, moi je me rappelle, lorsque j'ai fini mon stage de fin d'études, mon père m'a appelé, m'a dit « Je veux que tu rentres au Sénégal. » Tu as fait plusieurs années à l'étranger, rentre. 5 jours, après 5 jours, en rentrant au Sénégal, son projet, j'avais déjà un CDI en place. Et la personne qui voulait me signer, qui voulait me recruter en CDI, cette personne-là, je l'ai rencontrée sur LinkedIn. Non mais c'est extraordinaire. Donc, c'est pas pour dire que... voilà, mais... Allez, et c'est juste cette personne avec qui j'ai été intéressé. Juste le réseau, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que je venais juste de sortir d'école. Donc, et cette personne était prête à me faire confiance parce que, voilà. Donc, Non, mais c'est incroyable parce que finalement, on se rend compte que, en fait, en ayant bien construit ton projet professionnel, c'est-à-dire en faisant tes certifications, des fois en même prenant ton argent pour payer tes certifications, en suivant ton parcours, en développant ton réseau, en contactant les gens, en fait, limite, t'as limite même pas cherché l'emploi, c'est limite l'emploi qui est venu vers toi. Effectivement. Bon, je vais te dire une chose. Et bon, tout dépend. Je dirais que moi, pour ma part personnelle, j'ai dépensé beaucoup d'énergie à avoir un profil assez rare et assez recherché. D'où l'intérêt de bien construire son projet. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas juste d'intégrer la cyber, mais oui, il y a des métiers qui paient beaucoup plus. Il y a des opportunités qui sont 1000 fois plus intéressantes. Et pour avoir juste la chance d'entendre ces opportunités-là, il faut avoir un profil qui se distingue. Et que tu sois juste en sortie d'école ou que tu aies 5 ans, 10 ans d'expérience, ce qui va faire que tu peux avoir accès à certaines opportunités, c'est la chose en plus de ton diplôme, la chose en plus de ton emploi actuel. Exactement. Et de savoir se vendre sur ces aspects-là. Donc, je dirais que c'est intéressant et que c'est pas une chose qu'il faudrait négliger. Je me rappelle, et tout ça par rapport à mes retours d'expérience, jusqu'à 2015, je m'en foutais un peu de l'anglais, tu vois. J'avais quelques camarades de classe qui, franchement, c'était impressionnant de les entendre parler et moi, je pouvais pas aligner une phrase. Et quand je me suis rendu compte que le métier que je veux faire, toutes les informations, quasi-totalité des informations sont en anglais, j'étais obligé de commencer à lire, à essayer de m'exprimer. Et ça a été en plus. Ça a été en plus. Tout à l'heure, je disais que j'ai quitté le Sénégal pour venir rejoindre une compagnie. Nous avions beaucoup d'interactions avec une équipe en anglais. Et c'était naturellement en anglais, tu vois. J'avais aussi... ça, je ne savais pas, mais en gros, en Belgique, on avait une équipe à Louvain, qui est la partie flamande en Belgique. On pouvait échanger avec eux qu'en anglais. C'est impossible en français, tu vois. Donc, j'aurais été inefficace si je n'étais pas capable d'aligner quelques mots en anglais. Donc, j'ai su ça très tôt et j'ai essayé d'améliorer mon niveau d'anglais. Et par la suite, j'ai rejoint une grande entreprise Amazon où là, voilà, la langue officielle, les échanges de mails, les réunions, tout c'est en anglais. Donc, c'est de prendre en compte ces petits détails-là qui vont faire la différence entre quelqu'un qui est, on va dire, très calé techniquement, mais qui est incapable d'échanger en anglais. Effectivement. Et voilà, c'est... Parce que moi, pour l'anecdote, moi, là où j'ai eu le déclic en anglais, c'était quelque part où j'avais postulé. Et je me rappelle, hein, c'était le chef R&D qui m'a appelé personnellement. Il n'a même pas fait l'entretien. Il me dit, oui, en fait, on a fait les sélections. Franchement, vous êtes sorti le premier. Et on a fait tout sur le point. Vous avez des compétences techniques confirmées. Vraiment, vous êtes le meilleur.
Mais le problème, c'est que voilà, on ne pourra pas vous prendre parce que c'est un projet financé par des Suédois et tout est en anglais. Et malheureusement, votre niveau en anglais, c'est pas trop ça. C'est ça. Mais comment ce jour-là, j'étais frustré. C'est clair, c'est ça en fait. Et c'est là où j'ai eu le déclic. En fait, j'ai pris pendant 1 an. Je me suis fait la misère. Pour développer mon anglais. Mais au final, finalement, j'ai vu le résultat. Ah oui, tu le vois. Hein. Tu le vois, tu peux pas faire des efforts concentrés. Encore une fois, c'est pourquoi tout à l'heure je te parlais de direction. C'est-à-dire que si tu vas être polyglotte, oui, tu peux apprendre toutes les langues. Mais si tu vas apprendre, je sais pas moi, sans dénigrer aucune langue, mais si tu vas apprendre l'italien, alors qu'on va dire la langue la plus parlée, c'est l'anglais, à un certain moment donné, tu vas arriver là où tu veux, mais tu vas perdre plus de temps que si tu te concentres. Donc, l'objectif, c'est de faire des efforts concentrés. C'est ça. Des efforts concentrés et orientés vers là où on va aller. Et forcément, tu les vois. Il n'y a pas de... Tu les vois tôt ou tard. Tu les vois dans ta façon de faire, dans ta façon de travailler. Écoute, imagine, si 80% du quorum des documents en cybersécurité sont en anglais, toi, tu ne parles que français, donc tu rates l'occasion d'apprendre tous ces documents-là. Et derrière, une personne qui s'est concentrée qu'en anglais, il va avoir une avance sur ça. Et le pire, c'est que personnellement, moi, en fait, on pense que c'est beaucoup seulement pour les métiers IT. Mais moi, je trouve que c'est dans tous les domaines, l'anglais te rattrape. Moi, j'ai travaillé dans un labo où la moitié du personnel, mais ils sont pas, c'est des étrangers. Oui, c'est ça. Ça parle qu'anglais. Force, tu vas parler anglais, en fait. C'est clairement ça. Et finalement, tu te rends compte que des fois, on le néglige, mais l'anglais, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un atout majeur, en fait, sur la construction de ton profil et de ton projet si tu veux t'insérer. Exactement. Même au-delà de ça, c'est très difficile. Par exemple, tout à l'heure, je disais pare-feu. Mais aujourd'hui, il y a énormément de termes dans mon domaine où j'aurais du mal à essayer de les traduire en français. Mais c'est pas possible. Parce que tout simplement, c'est des termes qui sont assez nouveaux. Aujourd'hui, genre... Et même la documentation. Ah oui, c'est ça. Toute la documentation. C'est exactement ça. Donc oui, l'anglais pour moi, c'est un atout. C'est limite indispensable. Et vous aurez toujours le temps de l'apprendre. Donc c'est pas parce que vous avez 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience que vous ne parlez pas anglais que forcément c'est bon pour vous. Il y a toujours des possibilités. Et encore une fois, c'est un effort orienté et ça peut vous aider, surtout à intégrer les grandes structures qui sont assez formatrices. C'est surtout ça. Et du coup, on va revenir un peu sur le métier. C'est vrai que c'était intéressant ce que vous disait en anglais parce que je pense que ça fait partie du projet parce que c'est un atout majeur. Mais du coup, si on revient par exemple au métier d'ingénieur en cybersécurité, aujourd'hui en fait, en termes de compétences techniques, par exemple, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait tous les jours en tant qu'ingénieur cybersécurité? Alors, en fait, récemment, j'ai expliqué à une personne, c'est quoi la sécurité dans un système informatique. Je disais, c'est comme avoir une voiture. Tu as une voiture, tu n'es pas obligé de porter ta ceinture de sécurité. Bon, déjà, il y a la sécurité dedans. Mais derrière, tu es bien content lors d'un accident de l'avoir porté. Donc, clair. En fait, la sécurité, elle s'applique dans tous les domaines où il y a un peu de système qui est mis en place. Donc, ça en fait que c'est un métier changeant. C'est un métier changeant et c'est pourquoi j'aborde ta question avec de cette façon-là. C'est parce que tu as besoin, certes, des compétences techniques, mais pas que. Pour faire de la sécurité, il y a d'abord ce que j'aurais dit des compétences fonctionnelles. Pourquoi ?
je vais prendre l'exemple de la ceinture de sécurité. Si c'est pas fait par un professionnel, parce qu'il manque de rigueur, parce qu'il fait le choix d'utiliser, on va dire, une matière qui n'est pas de qualité. Il y a un accident, c'est équivalent à ce que par exemple, de ne pas en avoir porté. Effectivement. Donc la sécurité nécessite de la rigueur. Et en anglais, il y a 2 termes qui sont, on va dire, très communicants, surtout quand tu fais des certifs au niveau en cybersécurité, qu'on appelle le due care et le due diligence. Ça, c'est pas des compétences techniques. Le due care, c'est quoi? C'est que quand on me donne une tâche, je m'assure de faire les tâches du mieux que je peux. Le due diligence, c'est que si je dois faire une tâche, je m'assure d'avoir toutes les infos pour bien mener cette tâche. Tu vois la différence? Je vois très bien ce que tu veux dire. Et donc, ça, c'est pas des compétences. Ça on va dire, c'est si c'est tu des fais prérequis, déjà, quoi. Si tu le fais déjà dans un autre métier, en cybersécurité, tu vas le faire. C'est-à-dire que tu dois donner des ordres, tu dois donner des conseils, etc. sur des risques, en prenant en compte que tu dois faire ton due care, en prenant en compte que ton due diligence il est bien respecté. Si tu ne maîtrises pas une chose, tu vas aller te demander avant de donner ton avis sur ça. Et donc, au-delà des compétences techniques, il faut avoir certaines compétences fonctionnelles. Et bon, en fonction de ton niveau, effectivement, ce sera plutôt prononcé ou pas. Donc, les compétences techniques, ça dépend des filières. Ingénieur cybersécurité, ça veut rien dire. Parce que, vu que dans tous les métiers, comme j'ai dit, tu as besoin de la sécurité. Donc, c'est en fonction du métier que tu vas faire. Par exemple, un ingénieur SecOps, lui, il sera, on va dire, plus orienté dans l'aspect applicatif. Donc, on dit soit SecOps ou AppSec. App comme application, Sec comme sécurité. Lui, il aura besoin certainement de compétences en développement parce qu'il a besoin de savoir le code qu'il est en train d'évaluer. Donc, il a besoin de lire ce code-là. Donc, il aura besoin de code, par exemple. Tu vois quelqu'un qui est ingénieur, qui est ingénieur cybersécurité, mais orienté cloud. Tu vois mon cas, je suis risk manager cloud, et où aujourd'hui, j'évalue tous les risques qui sont associés à l'implémentation de systèmes dans le cloud. Tu vois? Donc, je dois au moins savoir c'est quoi un cloud. Mais déjà, c'est quoi un cloud pour les gens Alors, le cloud, c'est quoi? Bon, je vais essayer de vulgariser, mais le cloud, c'est lorsque tu utilises les ressources d'une autre personne pour développer ou pour lancer quelque chose. Pour faire simple, tu as besoin, par exemple, de cuisiner un plat. Mais pour cuisiner, tu as besoin de gaz, tu as besoin de gazinières, etc. Et toi, tu ne les as pas. Donc, tu vas aller voir Najib et Najib va te donner son gaz, ses gazinières. Et toi, tu auras juste besoin d'utiliser tes achats pour cuisiner ton plat. Donc, le cloud, c'est quoi? Il y a un système informatique qui est géré par quelqu'un dans le monde. Tu viens toquer à sa porte. J'ai besoin de une partie de ton système informatique, tu vas me le louer. Et en échange, je suis en train de vulgariser, en échange, moi je vais te payer un montant pour pouvoir, moi, développer mon propre système informatique. Donc c'est ça le cloud. Puis vu que c'est un ensemble qui est géré par quelqu'un que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas, j'ai besoin d'un ensemble de garanties. Et aussi, il y a ce qu'on appelle shared responsibility, qui veut dire les responsabilités partagées. Parce que lui, il va s'assurer que, pour revenir dans l'exemple du gaz et de la gazinière, en gros, lui va s'assurer que ces éléments-là qu'il nous fournit, ils sont disponibles. Et moi, je vais m'assurer que lorsqu'il va me présenter ces éléments, moi, la manière dont je vais utiliser ça, je ne mets pas en risque mon système. Donc, c'est deux responsabilités différentes. Et voilà. Donc, pour parler du cloud aussi, il faudrait avoir des compétences dans le cloud. Puis, il y a ce qu'on appelle l'aspect fonctionnel, où là, en fait,
on va pas parler de compétences techniques, mais de compétences organisationnelles et fonctionnelles. Comment? Par exemple, lorsqu'on parle de GRC, qui est la gouvernance, risque et conformité, c'est-à-dire toute entreprise, souvent on va dire, tu es censé être, on va dire, sous des... Avoir une politique de gouvernance, quoi. Exactement, d'avoir une politique de gouvernance. Surtout avec les données... exactement. Et toutes ces choses-là, il faut d'abord les comprendre. Et quand tu les comprends, il faut ensuite s'assurer qu'elles sont respectées au sein de ton entreprise. Et ça, c'est des ensembles de checklists que tu fais pour t'assurer. Tu vois, donc s'assurer de la conformité. Exactement. Et surtout de l'aspect protection. Exactement. Donc voilà, c'est un ensemble de checklists. Donc c'est pas vraiment des compétences techniques, mais aussi il faut savoir lire, interpréter et traduire et vérifier ces textes-là. Donc c'est plusieurs aspects. Donc là, je te parlais on va dire pour chaque filière cyber. Il y en a beaucoup. Non mais c'est ce que je me rends compte. Voilà, final, c'est énormément. C'est quelque chose de très vaste et ça s'applique à ce qu'on appelle, on va dire, il y a un framework qui est développé par NIST, qui est, on va dire, l'entité aux États-Unis chargée de vulgariser, on va dire, les principes fondamentaux de la sécurité dans les systèmes. Et ce framework-là, il dit la cyber s'applique on va dire, au niveau de chaque étape de ce framework. C'est dans la partie identification, tu dois être capable d'identifier ton système. Et en identifiant ton système, tu dois être capable d'anticiper comment faire pour que mon système ne soit pas vulnérable. Donc, tu anticipes. Donc, déjà, dans l'identification, tu mets en place les termes que j'utilisais tout à l'heure, firewall, intrusion detection system, etc. Donc, tu mets en place un système qui est assez sécurisé afin d'être préparé. Puis, après, tu as l'aspect détection. C'est-à-dire que tu mets en place des choses pour prévoir le risque. Exactement. Et ensuite, tu vas mettre en place des choses qui vont permettre de pouvoir détecter quand le risque se réalise. Et ça, c'est la deuxième étape. Et ça, il y a des gens, c'est les métiers d'analyse SOC qui vont faire ça, par exemple, qui vont être là pour détecter. On a entendu quelque chose. Puis maintenant, vu que tu as détecté, il faut réagir. Donc, dans l'aspect réponse aussi, il y a des gens qui sont dans les CSOT, on les appelle des CSOT, Incident Response Team, qui, eux, doivent réagir rapidement. C'est comme quand tu détectes le feu. C'est comme on détecte le feu, les pompiers. Faut vraiment réagir rapidement avant que ton système ne soit, on va dire... Comment on va éteindre le feu dans le système informatique. Exactement. Donc là, tu es dans la réponse. Puis, quand tu... Après avoir répondu, maintenant, il faut faire ce qu'on appelle mitigation. Mitigation, c'est quoi? C'est-à-dire, tu mitiges cet incident. C'est-à-dire, moi, j'ai répondu. Maintenant, la mitigation, c'est quoi? C'est-à-dire, je fais en sorte que je m'assure que mon système là qui a été attaqué aujourd'hui revient à un état normal. Ça, c'est la mitigation. J'ai répondu, mais maintenant, il faut que je m'assure que il n'y a pas d'autre réparation, quoi. Exactement. C'est comme si, par exemple, ça a commencé à brûler, donc je viens avec mon extincteur, ça s'arrête, mais il faut que j'évalue, par exemple, les dégâts. Par exemple, si c'était une chaise, que j'ai à nouveau une chaise qui est disponible. Donc, que mon système revient à un état avant que l'incident soit déclaré. D'accord. Et ça, c'est pas encore fini. Donc, il y a des gens qui vont faire ça. Puis, il y a ce qu'on appelle lesson learned. Donc, je te parle toujours du framework et des métiers associés à ça. Lesson learned, c'est quoi? C'est-à-dire que, j'ai mitigé le problème. Donc, là, aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. Mais maintenant... il faut que je m'assure comment cet incident-là s'est passé. Et surtout que ça ne se reproduise plus. Ça, c'est un autre aspect. Ah ouais. Ça, c'est un autre aspect. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais du forensic. Le forensic, c'est la même démarche que quand il y a un crime, par exemple. On vient, on prend des empreintes, on essaie de ne pas impacter l'endroit. C'est pareil, c'est-à-dire que parce qu'il y a des attaques où, en fait, ça peut aller vers un procès. Donc, toi, tu as besoin de dire que
C'est-à-dire, toi, en tant qu'ingénieur cybersécurité, toi, tu peux être... Oui, tu fais de la forensique. C'est un métier qui est beaucoup spécialisé, qui est très rare, très demandé. Ça prend énormément de temps pour arriver à ce niveau-là. Que ça paye toujours très, très vite. Exactement. Parce que, en fait, c'est-à-dire, si l'incident s'est passé à travers une clé USB, et que toi, tu prends ta clé USB, tu le mets dans un autre ordinateur, cet élément-là n'est plus acceptable en cours de justice. Ok. Je vois ce que tu veux Donc, dire. en fait, la forensique, c'est le fait de récupérer ces éléments-là, tout en ne les altérant pas. Ok. Donc ça, c'est un métier à part. C'est un groupe de métiers même à part dans la cyber. Donc là, je t'ai parlé de Lesson Learned, puis après dire, voici ce qu'on en tire, etc., etc. Puis après, il y a ce qu'on appelle remediation. Remediation, qui est aussi une autre étape de ce framework, où en gros, ok, on a subi tel incident. Comment on peut s'assurer que ça ne se reproduise plus. Tu vois, c'est la différence entre mitigation, où on revient à un état normal, mais on n'a pas fait de remediation. Donc, on peut toujours être présenté à ces mêmes risques-là. Et donc, tout ça fait que à chacune de ces étapes, tu as des personnes, des groupes qui peuvent intervenir. Et donc, en fonction de ton niveau technique, tu peux faire de l'analyse SOC, puis tu peux faire de la réponse à incident, puis tu peux faire du forensique, etc. Comme tout aussi, tu peux, quand je disais préparation, identification, ou par exemple, toi, tu vas prendre tous les règlements, la GDPR, par exemple, la RGPD en français, où on te dit, tu dois t'assurer que tes données ne quittent pas. Ça, moi, je n'ai pas besoin de compétences techniques, je dois juste la traduire à mes équipes techniques pour dire, attention, on ne prend pas de données, on ne va pas le mettre dans un cloud qui n'est pas en Europe, ou en tout cas, si c'est le cas, ils doivent demander l'autorisation de l'utilisateur, etc. Donc, tu vois, c'est pas technique, mais derrière, il y a beaucoup de fonctionnels. Voilà, par rapport à ce framework-là, il y a de la place pour tout le monde. En fait, c'est-à-dire, moi, ce dont je me rends compte, c'est que, en fait, c'est vaste, en fait. C'est très vaste. Moi, je ne savais pas que, en fait, la cyber était si vaste et qu'il y avait autant de choses qu'on pouvait faire. Et c'est pourquoi je te dis, il y a un gap qui ne fait qu'augmenter parce que les entreprises... Et finalement, tu comprends aussi quelque part pourquoi en fait, la demande, elle est hyper forte. Exactement, en fait. Parce que toutes les entreprises aujourd'hui, elles sont sous l'eau. Elles sont sous l'eau parce que tu dois être, je t'ai parlé de 6-7 étapes, mais toutes les entreprises doivent être présentes dans les 6-7, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah ouais. Et derrière, par exemple, la RGPD qui te dit en cas de violation de données, etc., ou de fuite de données, je vais prendre 4% de ton chiffre d'affaires ou 20 millions en fonction de la taille de ton entreprise et de ton chiffre d'affaires. Bah, les entreprises savent que voilà, et il n'y a pas que la RGPD, il y a d'autres. Par exemple, les boîtes qui travaillent dans les télécoms. Aujourd'hui, on parle de SIV, c'est-à-dire que c'est des structures à importance vitale. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu n'as plus de réseau Internet, c'est grave. Même pour toi, ça va, mais pour les hôpitaux, pour les banques. Donc, eux, au-delà de la RGPD, il y a également d'autres lois comme la LPM, etc., le NIS 2, des réglementations qui sont européennes et parfois même locales, où elles sont obligées de respecter les exigences qui découlent de ces réglementations-là. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément de monde. Et ces réglementations-là, d'abord, elles sont traduites de manière organisationnelle, puis après, elles doivent être traduites de manière technique. Et ce n'est pas toujours évident. Non, mais c'est donc, c'est une filière, la cybersécurité, c'est une filière assez vaste. Et moi, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas d'expert en cyber. Tu es juste expert dans une filière. Dans une filière, effectivement. Mais tu ne peux pas tout maîtriser, c'est impossible. Finalement, on se rend compte qu'il y a un aspect qui est plutôt, en fait, de l'aspect simplement du fonctionnel. Il y a un autre aspect qui est même, on va dire, de la chance, on va dire...
législation, tu vois, compréhension et même management, je vais dire. C'est ça. Et puis d'autres aspects qui sont techniques, mais plusieurs aspects techniques à l'intérieur même d'un Exactement, exactement. Et ça fait qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités au final. Il y en a énormément. Genre, une possibilité dont je n'ai pas mentionné, c'est aujourd'hui, on parle de large langage modèle, qui sont, on va dire, tout ce qui est ChatGPT, etc. Et il y a actuellement aucune entreprise peut te dire. Moi, on va dire, je suis à l'aise dans la sécurité de ces éléments-là. Il n'y en a pas. Je pense que le prochain millionnaire ou milliardaire, c'est la personne qui va créer une structure pour accompagner les entreprises à sécuriser, on va dire. Parce que les LLM, ce qu'on n'oublie pas, ChatGPT, c'est sur Internet, mais par exemple, tu peux les déployer à l'intérieur au sein même de ton entreprise, donc en local. Il y en a qui commencent à le faire, Oui. Sauf que quand tu le fais, ces LLM, en fait, c'est comme des enfants, on va dire, dont on n'a pas donné une bonne éducation. Et donc, ils vont donner toutes les réponses possibles. Sauf que quand tu demandes à LLM comment créer une bombe et que l'employé, il crée une bombe, derrière, si on l'attrape, il va dire c'est la LLM de l'entreprise. Donc, l'entreprise aujourd'hui, c'est lui qui sera tenu responsable de ça parce qu'il n'a pas mis en place des guardrails, c'est-à-dire des règles de gardiennage qui empêchent que le LLM donne certaines réponses qui peuvent avoir une incidence même pour l'entreprise. Donc, comme je l'ai dit, la sécurité, tu en as besoin partout, pour n'importe quelle filière, et surtout dans un monde hyper digitalisé qui évolue avec des technologies là. Bientôt, on va parler de quantique. Actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Bientôt, on va parler de quantique. La sécurité, c'est nécessaire. Donc, en fait, c'est un métier où il y a énormément de demandes et où il y a énormément de choses à apprendre. Et les entreprises, et même les personnes, les professionnels, à découvrir même. Exactement, n'ont pas le temps d'apprendre ça. Donc, si vous avez des compétences, si la personne a des compétences transférables, c'est hyper intéressant en parlant de compétences transférables, si vous êtes une personne rigoureuse, si vous êtes une personne qui est intéressée par la technologie, etc., vous savez bien communiquer, etc., rien ne vous empêche de venir. Il y a de la place pour tout le monde. Parce que au final, c'est finalement une chose aussi que j'aime beaucoup aborder, c'est que il n'y a pas que les parcours classiques. Il n'y a pas de parcours. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va dire, il y a plein de personnes qui, des fois, face à des mauvais choix, ils sautent le pas et font des reconversions. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est un professionnel dans un autre domaine, qui aujourd'hui, s'il s'intéresse à la cybersécurité et vous travaillez dans le domaine de la cybersécurité, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment peut-il procéder? Oui, donc en fait, par exemple, je te donne un exemple. Pour moi, il y a deux grands groupes. Si une personne fait de l'informatique, déjà, il est développeur, il fait des business analysts, connaît du code un peu, etc. Pour faire les métiers techniques, tu n'auras pas de difficulté. Tu n'auras pas vraiment de difficulté parce que tu es habitué à travailler avec certains logiciels, etc. Donc oui, il y aura un temps d'apprentissage, mais tu n'auras pas de difficulté. Par contre, si c'est une personne qui n'a pas eu la chance de faire de l'informatique, de travailler dans l'informatique, il y a des entrées. Il y a des entrées. L'entrée la plus facile, c'est à travers, tout à l'heure, ce qu'on disait, la gouvernance, les risques et la conformité. Pourquoi? La gouvernance, c'est des politiques à haut niveau. Et ces politiques-là, toi, tu dois juste être capable de les comprendre, de les assimiler et de les traduire. La conformité, c'est quoi? C'est le fait que quand ces politiques sont mises en place, de s'assurer que les gens, ou bien en tout cas les groupes qui sont censés suivre ces exigences-là, l'ont bien respecté. Donc,
vérifier qu'à travers des checklists qu'ils l'ont bien fait. Donc jusque-là, c'est pas un aspect technique, mais quand même, tu as besoin d'une certaine rigueur pour pouvoir le faire. Ok. Ça, c'est la meilleure entrée. Puis, ça, c'est une reconversion si tu veux vraiment juste garder un statut d'employé. Ouais. Mais si tu veux être manager en cyber, moi, j'en ai vu énormément. Si tu as été déjà manager, tu as déjà géré des projets, tu as déjà géré des équipes, tu peux transférer ça. Chef de projet sécurité, ça existe. Donc, si tu es déjà chef de projet quelque part, tu peux transférer ses compétences. Comme j'ai dit, il y a des projets cyber qui peuvent durer 2-3 ans. Moi, je travaille actuellement sur ce genre de projet qui, depuis 4 ans, c'est en cours. Géré par un chef de projet, etc. Si tu as déjà fait des projets à haute envergure, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas transférer ces compétences-là. Un autre exemple, c'est le fait, si tu as été manager d'équipe, que tu es une personne bienveillante, que tu as la volonté d'apprendre un peu la cyber, les enjeux, etc., pour que ton équipe puisse comprendre les ordres que tu vas leur donner, il y a cette possibilité-là. Donc, il y en a énormément. Il y en a énormément, et comme j'ai dit, aller dans les forums, aller sur Reddit, dans les forums, même sur Internet, au-delà de Reddit, posez vos questions. Les gens vont vous répondre. Les gens sont bienveillants. Ne pensez pas que, surtout dans le domaine, les gens sont là pour partager avec vous ces informations. Et vous trouverez forcément, certainement, quelqu'un qui a eu le profil similaire et qui a fait sa reconversion et que c'est réussi. Donc, voilà. Non, c'est ça. Donc, il y a ça et voilà, il faut beaucoup d'intérêt. Et bon, il faut le dire, c'est un métier assez stressant parce qu'il y a beaucoup de charges de travail aussi. Donc, voilà. Il y a beaucoup de responsabilités. Exactement. Après, l'avantage, c'est que ça paie bien. Donc, c'est un métier qui paie bien, honnêtement. Donc voilà, si ça peut être un argument en plus, voilà. Ouais, c'est cool. Et du coup, maintenant, par exemple, un jeune aujourd'hui qui va avoir le bac et qui se dit que maintenant ça m'intéresse. Quel parcours universitaire je dois faire pour... Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Jusqu'à présent, ça a été, on va dire, la filière cyber, ça a été des métiers où on demandait bac plus 5. Donc, forcément, il faut avoir un bac plus 5. Mais le parcours habituel pour moi, quand tu as ton bac, c'est que, vu toutes ces étapes-là qui sont présentées, c'est après avoir fait son bac, d'essayer de s'intéresser, bon, pas forcément, mais d'essayer de s'intéresser aux maths et aux physiques. Parce que ça, cette logique-là, elle va toujours rester, elle va toujours t'accompagner dans ta façon de voir. Informatique même si possible. Puis voilà, tu fais aussi de l'informatique, en BTS, en informatique, etc. Puis après, tu essaies de t'orienter, si tu as la chance, dans un master en cybersécurité, parce que ça commence à être assez démocratisé. Ou sinon, après avoir eu ton master en informatique ou un master en IT, d'aller vers les masters spécialisés en 1 ou 2 ans. Et voilà. Et là, tu sors avec un diplôme en master cybersécurité. Et voilà, tu as le marché qui est là et qui est capable de te donner ça. Ok. Non, mais c'est intéressant. Voilà. Et du coup, en fait, par rapport à ton métier aujourd'hui, je vais passer plutôt sur des questions qui sont loin, qui n'ont rien à voir avec le côté technique. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves d'être hyper gratifiant dans le métier d'ingénieur cybersécurité? Pour toi, quelle valeur ajoutée tu apportes à la société, d'après toi? La valeur que j'apporte à la société, genre, un collègue le disait récemment, bon, moi étant dans une boîte qui offre des services télécoms, il disait, moi je veux juste, en rentrant chez moi, quand je dors, que le client qui paie son internet puisse aller naviguer sur internet en sachant qu'il est bien sécurisé. Donc ce qu'il y a de gratifiant, c'est que c'est un métier très ingrat parce que voilà, on ne voit pas. C'est comme l'exemple de
de la ceinture de sécurité. Effectivement. Mais le fait de se dire que, et parfois on le voit à travers les détections, que si on n'avait pas mis en place ces mécanismes-là, quelque chose de grave aurait pu se passer. Ouais. Et rien que de se dire que c'est grâce à nos recommandations, grâce à nos suivis qu'on fait, grâce aux implémentations qui ont été faites, que tout ça ne s'est pas passé, on dort la conscience tranquille. Ouais. Donc et surtout, on se sent utile. Surtout, voilà, on est des zéros, mais voilà, quoi, des zéros qu'on ne voit pas. Après, je sais pas si... Après, moi, j'avais fait une présentation du métier d'ingénieur cybersécurité. Je ne sais pas si j'ai fait du bon boulot. Hein. Après, tu me dis... C'est excellent quand même. C'est excellent. Genre, j'ai suivi tes différents trucs, mais c'est excellent. Ouais, du coup, dans cette vidéo, en fait, il y avait un aspect dont j'avais parlé pour moi qui faisait... qui rendait en fait les ingénieurs en cybersécurité aujourd'hui très très importants. Par exemple, si tu te rends compte, aujourd'hui on est dans une ère où la géopolitique elle est très importante. Oui. Et la grosse partie de la guerre aujourd'hui, c'est une guerre informationnelle. Oui. Et ça se passe sur la partie informatique, côté cyber. Effectivement. Et du coup, finalement, je me suis dit que quelque part, en fait, un ingénieur cybersécurité, il est même équivalent, en fait, aux soldats, en fait, qui protègent sa patrie. Parce que quand tu protèges les données de ton pays, en fait, quelque part, tu défends ton pays comme un vrai soldat. Oui. En fait, bon, c'est pour éviter ce genre de prétention, mais effectivement, parce qu'il y a des personnes qui sont hyper qualifiées, qui travaillent pour la gendarmerie, qui essaient de protéger les structures de l'État. Et derrière, on sait que la Chine, ils ont une armée de hackers, de pirates informatiques qui essaient on va dire, en tout cas, on sait qu'ils sponsorisent la Russie pareil, les États-Unis pareil, mais la tout France le monde le fait maintenant. Et donc, c'est important. C'est-à-dire non seulement d'avoir des hackers et même d'avoir des gens qui. Effectivement. Et donc, voilà, c'est important parce qu'en fait, dans la cybersécurité, il y a 3 teams. Il y a la Blue Team, il y a la Red Team et la Purple Team. La Blue Team, c'est ceux qui défendent. La Red Team, c'est ceux qui attaquent. Et la Purple Team, c'est ceux qui font un peu des deux. Et donc, chacun joue son rôle, comme on dit. Moi, je suis dans la Blue Team, j'ai toujours été dans la Blue Team. Et ce qui est important, c'est juste le sentiment du travail accompli. Et derrière, tu fais que ce que tu es capable de faire à ton niveau. Et tu espères que par rapport à toutes les personnes, toutes les équipes, toutes les structures qui sont censées jouer leur partition, qu'ils le fassent et voilà. Donc, c'est surtout ça. Mais c'est très cool, très cool. Et une autre question, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'ingénieur dans le domaine de la cyber, en fait, comment tu allies la vie professionnelle et la vie personnelle? Très bonne question. Très bonne question. Pour moi, moi j'estime que j'arrive à mettre des boundaries. J'arrive à mettre comment dire j'arrive à mettre en place en tout cas une sorte de barrière entre ma vie professionnelle et ma vie professionnelle. Mais c'est pas tout le temps facile. Je sais que des fois, tard la nuit, j'arrive pas à dormir parce que je pense au sujet urgent qui m'attend le lendemain. Mais quand même, j'essaie de dire que voilà, je fais du mieux que je peux. Je suis pas un robot. Et ça va mettre des limites. Et en fait, surtout quand tu as l'habitude d'identifier des risques, toi, tu te dis, je sais que le risque est là. Parce qu'en fait, toute personne qui traite des risques sait qu'il y a 4 méthodes de gérer un risque. Un risque, soit tu l'acceptes, soit tu la corriges, soit tu la déplaces, ou soit tu l'ignores. Le plus dangereux, c'est de l'ignorer.
C'est comme tout le monde. Hein. Le plus dangereux, c'est d'ignorer le risque parce qu'il est toujours facile. là, tu vois. C'est le plus facile. Parce qu'il est toujours là. Donc voilà, moi dans le cadre de mon travail, genre en étant responsable des risques cloud, tu vois, j'essaie en tout cas soit d'accepter le risque. Bon, il y a toujours l'aval de mon supérieur dedans, mais d'accepter le risque, de la corriger si c'est possible, et pas cher. Ou de la déplacer en allant voir un assureur, par exemple, pour dire moi j'ai ce risque-là, ça peut m'arriver, mais moi je juste m'assurer que quand ça m'arrive, je suis protégé. Que je suis protégé. Donc voilà. Donc il y a ces 4 aspects-là et j'essaie de l'appliquer aussi dans ma vie personnelle. Okay. Quel est le risque que je peux accepter? Je fais en sorte de ne pas en ignorer en tout cas. Ok. C'est ça. Okay. Donc oui, mais pour faire simple, il y a de fortes chances que ta vie professionnelle tire un peu sur ta vie personnelle. Mais il faut être capable de dire non. Pour moi, dans peu importe le métier où tu es, il faut être capable de... Parce que c'est ma vision personnelle. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Effectivement. Donc j'essaie de m'appliquer ça, que je fais mes horaires, je fais du mieux que je peux. Et j'ai la conscience tranquille que j'ai fait du mieux que je peux. Donc, voilà. Et en termes, en fait, aujourd'hui, d'évolution pour le métier du cyber, aujourd'hui, on sait qu'il y a une grosse prolifération, une révolution, même moi je l'appelle la révolution de la donnée, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, toutes les entreprises, ils ont des données qui augmentent même de manière exponentielle avec le temps. Aujourd'hui, il y a les intelligences artificielles qui ont commencé à sortir et qui fait qu'en fait, il y a une masse de données incroyable qui est produite. Et tout cela doit être protégé. Et aujourd'hui, toi, quelles sont les perspectives que tu vois en termes d'évolution pour ce métier? Alors, je dirais aux jeunes étudiants de savoir faire du prompting. À ceux qui sont dans le métier de savoir faire du prompting. Parce que les intelligences artificielles, c'est juste un outil. Si on s'en sert bien, on gagne du temps, gain de productivité. Ne soyez pas contre l'avancement. Vous n'y pouvez rien, on n'y peut rien. Donc pour moi, l'évolution, c'est, on va dire, vers un monde où ce sera beaucoup plus automatisable. C'est clair. Pour une raison, moi en tant que professionnel, vu la charge que j'ai besoin que les choses soient les plus simples possibles. Donc on va vers un monde où ce sera davantage plus automatisable. Ou par exemple, moi quand je vais analyser mes risques, j'ai pas besoin j'ai juste besoin qu'on me dise, j'ai pas besoin d'aller identifier les risques, j'ai juste besoin qu'on me dise, on a identifié ces risques, voici les recommandations, voici comment peut-être tu peux les implémenter. Et toi, derrière, tu vas juste venir présenter ça à ton board manager, voici les risques. Voici le coût associé, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on l'accepte, etc. Donc, on ne peut pas arrêter ce progrès-là. Donc, l'évolution, c'est que les gens, ils intègrent dans leur façon de travailler les outils d'IA. Les données, aujourd'hui, on sait les maîtriser à travers tout ce qui est data lake, etc. On sait les faire parler. C'est pas pour rien quand vous êtes avec des potes, vous parlez, je sais pas moi, je dois acheter cette nouvelle paire de chaussures et que le lendemain, vous avez une publicité. C'est parce que les entreprises maîtrisent les données qu'ils arrivent à collecter et à s'en servir pour vous aider dans, on va dire, dans vos schémas de décision. Donc ça, aujourd'hui, il y a une maîtrise. Le cloud permet d'avoir un stockage quasi illimité. La principale différence, ce sera les gains de productivité que le métier de cyber va avoir à travers ces 2, 3, 5 prochaines années. Et ça va se faire à travers l'utilisation de l'IA, qu'on le veuille ou non. Donc, on va vers ça. Et c'est important d'être capable d'intégrer ça dans les différents outils qu'on a déjà en poche. Voilà. Et du coup, finalement, on se rend compte que en fait, c'est un métier à très, très, très fort enjeu.
Donc du coup, forcément, c'est un métier qui doit énormément rapporter. Ouais. Et du coup, c'est bien aussi de parler côté salaire pour donner aussi une visibilité pour les gens. Après, l'idée, c'est pas de dire exactement oui, je gagne combien, mais c'est plus d'avoir une fourchette aujourd'hui pour se dire qu'en fait, quand tu es dans ce domaine, dans tel type de boîte, en fait, combien en fait tu peux espérer gagner. Et est-ce que c'est sûr, comme on dit, que tu vas pouvoir mettre la daronne à l'abri, quoi? Alors, c'est pour moi, en fait, c'est honnêtement, c'est un métier comparé à d'autres métiers, c'est un métier qui perd énormément bien. Un cas d'exemple, c'est que deux personnes qui ont fait la même école d'ingénieur, donc la même réputation, qui sortent, l'un va dans une filière autre que la cyber, l'autre va dans une filière cyber, l'autre a un salaire qui va être plus 20% comparé. Ah ouais. Combien, pardon? Plus 20%. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire dès le début. Hein. Ouais, dès le début, tu as une avance de 20% comparé aux autres métiers. Oh, aux autres métiers d'ingénieur, quoi. D'ingénieur. Ouais. Donc, c'est ça. Puis après, l'évolution, je pense, tout dépendra de la stratégie de la personne. Tu peux évoluer au sein d'une entreprise, faire tes preuves, monter tes managers ou tes leads techniques, etc. Et tout dépendra aussi de la taille de l'entreprise. Je donne un exemple. Moi, j'ai été chez Amazon. Tu deviens ingénieur, senior ingénieur. Puis par la suite, tu deviens c'est principal ingénieur. Et le principal, il a chez Amazon. Moi, je ne vais pas parler d'Amazon France parce que la France, c'était un peu pourri. Mais les principaux ingénieurs, ils avaient des salaires d'1 million. Ah ouais. Aux États-Unis, tu vois. Mais ça, c'est vraiment une grosse boîte, une multinationale, etc., avec une grosse top 5 responsabilité, etc. Exactement. Et en plus, alors que le gars, il gère pas d'équipe. Ah ouais. Ah ouais, non mais non, là tu entends parler de juste un ingénieur. Principal ingénieur. Mais non. Oui, c'est un grade. Bon, c'est. En fait, je veux dire, si tu as le grade d'un principal ingénieur et que tu es dans une grosse boîte, dans type GAFAM. Type GAFAM aux États-Unis, tu as $1 million. Aux États-Unis, en France, les salaires, en France, ça plafonne. Mais ouais, non, c'est pas ça plafonne. Mais c'est juste que moi, je connais une personne qui n'avait pas le rang de principal, qui était en France, chez Amazon en France, qui touchait 11 000 nets. Mais non. 11 000 nets dans son compte en banque. Mais non, on parle pas de brut là. Je te parle de net. Wow. Qui est chez Amazon. Ah oui, mais cette personne, bon, il avait 50 et quelques années, donc il y a l'expérience aussi. Voilà quoi, 11 000 nets quoi, je te parle pas un peu. Wow. 11 000 nets, sachant qu'en fait, il a ce qu'on appelle, en plus du salaire, tu as l'équivalent de 20% en action. Oui. Ton salaire en action. Donc, c'est-à-dire que tu peux même être associé, même. Le gars, il est bien. Il est bien. Donc, dans les grosses boîtes, oui. Après, je te parle d'une personne qui a 30 ans d'expérience. Ouais. Mais pour être raisonnable, les salaires dans la cyber sont, même au sein d'une boîte, tu vas voir quelqu'un qui est juste ingénieur, qui ne gère aucune équipe. Aucune responsabilité. Qui va toucher, par exemple, 20% d'un manager qui gère une vingtaine de personnes. No way. Ah oui, parce que les compétences sont rares. Oui, les bons profils sont rares. Effectivement. Les bons profils sont rares. Et derrière, voilà, genre... Et genre, par exemple, pour un débutant aujourd'hui, avec ses compétences qui vient de commencer, moi j'avais vu qu'en fait, un débutant en cyber, il n'avait rien à voir avec les autres de oui, je dirais qu'un débutant qui sort ici, tu peux avoir... genre une école lambda, tu peux avoir 46 000, 47 000 quoi. En Ile-de-France, je précise. C'est vrai que selon les régions. 46 000, voilà, je connais. Moi, je connais un débutant chez Amazon. Il a débuté 55.
Mais non. Ouais. 55. Mais ça, c'est incroyable. Hein. Ouais. Mais et en plus, ça, c'est des opportunités que tu trouves quand c'est bien. Parce que moi, j'avais pris le temps de me renseigner sur les salaires, mais moi, c'est la première chose qui m'avait choqué. Ouais, c'est-à-dire qu'en tant que débutant, ça te choque, hein. dans les autres métiers où tu es entre les 28, 30, 32 maximum, pour moi, quand tu sors d'un métier et que tu touches plus de 30 au début, c'est que tu es bien. Et quand je vois que dans la cyber, au début, c'est fait comment? C'est minimum des 40. Oui, c'est ça. C'est incroyable, quoi. Franchement. Ouais. C'est exactement ça. Genre, mais c'est un métier intéressant. Et surtout quand tu travailles dans les grosses boîtes, ça paye énormément bien. Après, dans les grosses boîtes, ils n'ont pas de problème à te dire, bon, t'es pas performant, donc voilà. Mais c'est-à-dire, faut suivre, quoi. Faut suivre, faut être performant, faut être productif, faut se donner à fond, etc. Donc, t'es évalué. Mais le plus important, c'est un métier, en tout cas, qui est très intéressant à faire, qui paye bien, où il y a beaucoup de challenges. Et voilà, si tous ces éléments-là vous intéressent, welcome, comme on dit. Foncez, quoi. On vous attend, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire et on est très sous cette affaire. Non, mais c'est incroyable. Bon, on va pas tirer en longueur. Peut-être je vais te poser juste 2 dernières questions et puis on va conclure. Ok. La première, c'est qu'aujourd'hui, bon, tu as fait pas mal d'années dans le domaine. En fait, la question, c'est de savoir aujourd'hui si en fait, ton ancien toi qui venait de commencer dans le domaine, si tu étais aujourd'hui à cette place, en fait, quel conseil te donnerais-tu, ou bien s'il y a des choses que tu voudrais faire différemment, qu'est-ce que tu aurais changé, par exemple? Ah oui, alors mon ancien moi, quel conseil? Pour moi, le premier, ça n'a aucun rapport même avec l'aspect technique, mais c'est lorsqu'on veut évoluer dans une entreprise, faut savoir bien communiquer. Ça, je pense, c'est un défaut à beaucoup nous d'origine sénégalaise ou d'origine africaine. On ne se vante pas, on est très humble, on fait le travail, on pense que ce sera vu. Surtout ici en France. Alors que il y a pas plus grande erreur. Faut savoir se vendre. Faut pas, si vous avez fait quelque chose, faut pas dire voilà humblement je l'ai fait. Non, faut savoir valoriser ça. Faut savoir valoriser ça, valoriser votre travail. Ça, ce serait un conseil que je m'aurais donné. L'autre chose, c'est que faut être curieux. Il ne faut pas rester, on va dire, dans son coin et dire je sais ça, j'ai besoin que de ça pour le moment. Donc non, faut être curieux, faut aller vers l'information, faut écouter plusieurs personnes. Et une personne, et ça je pense il y a beaucoup de personnes qui ont confronté à ça. Tu vas rencontrer une personne qui va dire ah non, ça va prendre du temps pour arriver ici. Une autre personne qui va dire ben, pas du tout. Si tu veux, dans 1 an, 2 ans, t'arrives ici. Donc, faut pas juste avoir une source d'information. Faut aller demander. Parce qu'une personne est capable de te dire que ceci est impossible. Une autre te dit, bah non, c'est carrément possible. Moi, je l'ai fait, ou je connais une personne qui l'a fait et qui va t'orienter vers cette personne. Donc, faut être curieux. Et la troisième chose, c'est faut partager. Faut partager ce qu'on sait. Je me rappelle, je disais à un jeune qui venait juste sortir de l'école il y a 3-4 ans, je lui dis, quand tu es jeune, tu dois savoir ce que tu as et ce dont tu as besoin. La première chose, c'est que quand tu viens de sortir, tu dois être capable d'être une éponge, d'absorber l'information. Puis, lorsque cette étape-là passe, après 2-3 années d'expérience, tu dois être capable de maîtriser ces informations. Et la prochaine étape, c'est que tu dois être capable de partager cette information. C'est comme ça qu'on évolue. Et je lui disais ça en 3 façons. C'est-à-dire que ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi? C'est que quand tu sors, tu n'as pas d'argent.
quand tu viens juste de débuter ta carrière, tu n'as pas d'argent. Donc, tu échanges ton temps pour de l'argent. Pour de l'argent, oui. Souvent, quand tu sors d'école, tu n'es pas cadre. Oui. Donc, on te dit, tu vas arriver 9h, il faut finir 17h, etc. Donc, tu échanges ton temps pour de l'argent. Oui. La deuxième chose, c'est maintenant, tu échanges ton savoir pour de l'argent. La troisième chose, c'est maintenant, tu échanges toi, ce que tu es pour de l'argent. Ouais. C'est-à-dire, pour faire simple, le premier, le temps, il est quantifié. Ouais. Le deuxième, le savoir, il n'est pas illimité. Par contre, la troisième, si aujourd'hui, je donne un exemple tout bête, entre avoir un Youssou N'Dour et avoir, je sais pas moi, Wally Diobel, l'un va te coûter plus cher que l'autre. Ouais, c'est clair. Peut-être le Wally Diobel chante beaucoup mieux. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la personne. La personne, la notoriété. Donc, il faut évoluer pour être une personne qui est rare. Et là, on va te payer, même si c'est pas logique de te payer autant. Ouais, ça c'est clair. Donc voilà, le partager, apprendre, maîtriser, partager et arrêter, passer du temps où tu vends ton temps pour de l'argent pour aller où tu vends toi, tout ce que tu représentes pour de l'argent. Ouais. Non, donc, mais voilà. c'est très fort parce que ça me fait penser à une question qui me vient là, c'est-à-dire une autre des possibilités ou même des avantages avec le domaine de la cyber, c'est que j'ai vu beaucoup se lancer en tant que consultant. Oui. Et pour gagner encore beaucoup plus. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, déjà, je vais sortir. Et est-ce que toi, tu as choisi cette voie? Et sinon, si oui, j'ai choisi cette voie. J'ai choisi cette voie, effectivement. Bon, j'ai choisi cette voie. Mais le truc, c'est que ce n'est pas... Bon, c'est très commun dans la cyber. Parce que les entreprises en ont besoin. Ouais. Et voilà, ils ne peuvent pas toujours garder leur profil. Et ils ont besoin que les choses continuent. Donc, mais derrière, il faut se rendre compte que même étant dans un domaine informatique, tu peux te lancer en freelance. Et souvent, les gens n'ont pas accès à cette information et c'est important. Oui. Tu peux te lancer en freelance. Et le truc en plus, c'est que voilà, l'entreprise, quand il te paie comme salarié, il ne l'enlève pas de ses charges. C'est clair. Alors que quand tu es un prestataire, il enlève de ses factures. Donc, c'est des factures. Donc, le bénéfice final, le fait de payer un prestataire, parfois peut être plus intéressant pour l'entreprise que de recruter quelqu'un. Donc, il y a cet aspect-là. Et donc, peu importe le domaine. Puis maintenant, dans la cyber, déjà, les profils sont rares. Et les entreprises ont souvent des gaps ou beaucoup de rattrapage à faire dans le process. Et c'est normal que si tu recrutes un certain profil, que tu puisses y mettre les moyens qu'il faut. Donc voilà, c'est de l'offre et de la demande. C'est de l'offre et de la demande. Et voilà. Donc, et du coup, quand on est consultant, par exemple par rapport au salariat, par exemple le gap en termes de gains, qu'est-ce que ça représente? Le gap, en fait, faut gérer, faut prendre le salaire de quelqu'un. En fait, ça dépend. Ça dépend de comment tu vas facturer. Si tu factures une entreprise, l'entreprise, tu négocies avec lui un TGM. Et ce TGM-là, c'est ça qui va te permettre d'avoir un ordre de grandeur de combien tu vas toucher. Parce que il y aura l'État qui va ponctionner, etc. Mais derrière, il faut se dire que minimum 1,5 fois. Minimum 1,5 fois le salaire. Le salaire est dans CD. Après, quand je dis ça, c'est-à-dire au moins tu as 50% en plus. Si tu ne fais pas 50% de plus, c'est pas intéressant. C'est clair. Après, finalement, à moins de partir en portage, etc., tu peux pas... Tu vas pas toucher le chômage, par exemple, ou tu vas pas avoir de cotisation pour ta retraite, etc. Donc, si tu le fais pas avec minimum 50% de ce que tu gagnes, c'est pas intéressant. Ouais, c'est clair. C'est pas intéressant. Et voilà, mais
quand même, c'est quelque chose qu'il faut privilégier. C'est une valeur ajoutée. On commence à développer une certaine expertise, parce que ça te permet de voir beaucoup de métiers, etc. Donc, voilà. Ouais, mais intéressant. Bon, pour finir, la dernière question, c'est qu'aujourd'hui, quels sont on va dire, les mythes, ou bien les fausses idées, ou les fausses rumeurs qu'on peut avoir, ou qu'on vous prête qu'on est riche, on n'est pas riche. Hein. On est riche. Mais celui-là, il est difficile à croire. Hein. On n'est pas riche, Bon, on est juste bien payé, mais c'est parce qu'on est rare. Et c'est quoi la différence? Et c'est quoi la différence? La différence, c'est parce que pour moi, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est juste qu'à un certain moment donné, y a beaucoup de turnover dans les cyber. Il y a des équipes qui, par exemple, toute une équipe de 5 personnes, et l'année d'après, tous ils ont changé parce que c'est comme au mercato. Ouais, je vois. Donc on n'est pas riche. On est payé à la valeur qu'on apporte pour le moment. Ça peut changer, mais on est payé à la valeur qu'on apporte pour le moment pour les entreprises. J'espère que ça restera ainsi. Et également, notre mythe, c'est que tu as besoin de je sais pas moi, coder, genre, c'est pas ce que vous voyez dans les films en vrai, des trucs comme ça, des 0-1, etc. La personne qui est en hoodie, etc., avec le masque qui se cache, etc. Non, c'est vraiment pas de la cyber. Ça, c'est juste un stéréotype, et c'est pas commun en tout cas. C'est pas commun. Voilà. C'était très intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé cet échange très intéressant. Moi aussi, merci. Moi j'ai beaucoup appris, franchement. Franchement. J'espère que j'ai beaucoup appris. C'est avec plaisir d'avoir échangé avec toi. Tes questions étaient assez intelligentes et bien posées. Merci encore. J'espère que les gens qui vont nous regarder pourront aussi en tirer quelques leçons. J'espère aussi. Merci encore pour l'invitation. Mais c'est moi qui te remercie. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un conseil que tu pourrais donner, genre? Un conseil, je dirais, faites la chose qui vous intéresse. Ne faites pas la chose qui vous passionne. Il peut arriver parfois que les deux se rejoignent, mais faites la chose qui vous intéresse. Ok, ça marche. On va finir sur ce mot. Faites les choses qui vous intéressent. Et en tout cas, moi, ça a été un immense plaisir pour moi, parce que ça a permis un peu d'en savoir un peu plus. C'est avec plaisir. En fait, toucher ce métier de manière concrète, parce que je pense que, autant pour moi et pour plein de personnes, par exemple, qui s'intéressent ou qui en entendent parler, je pense qu'on le voit de loin et on le voit avec beaucoup de mythes. Moi, ça m'a permis un peu de démystifier tout ça et puis de savoir concrètement qu'est-ce que vous faites réellement, en fait. C'est ça. Et pourquoi les gens devraient s'intéresser à cela. Et en quoi, surtout, ça représente une opportunité, par exemple, pour des personnes qui voudraient évoluer dans ce milieu. Effectivement. Et pour moi, quelque part, aujourd'hui, tu as apporté des réponses très concrètes et précises. Et franchement, moi, je t'en remercie énormément. C'est le plaisir pour moi. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine émission avec un autre invité. Et sur ce, abonnez-vous et si cela vous intéresse, parce qu'on va faire pas mal de choses comme ça, vous faire découvrir des choses. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. À très bientôt.